Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le Collège de France et la professeure Claude Grison pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous parler aujourd'hui de la thématique des espèces exotiques envahissantes. Donc, je suis Arnaud Albert, je suis docteur ingénieur en écologie et je travaille à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Au sein de l'OFB, je suis à la direction recherche et appui scientifique, la DRAS. Au sein de cette direction, je suis dans le service conservation et gestion des espèces en jeu, le SEE, et au sein de ce service, je suis chargé de mission et de recherche sur les espèces exotiques envahissantes. Donc rapidement, le plan de ma présentation, et j'ai profité des phases de transition pour vous présenter à chaque fois illustré par quelques espèces représentatives des espèces végétales. Et donc là, on l'a déjà évoqué, mais les fameuses renouées asiatiques, avec notamment la renouée du Japon, Rhinotria japonica ou Fallopian japonica, comme on l'a dit, déjà très bien présente en France, notamment le long des routes et le long des berges. Alors, je vais d'abord vous présenter succinctement ce qu'est l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Puis après, je prendrai le temps quand même, je profiterai de cette occasion pour vous parler de manière globale de la thématique des espèces exotiques envahissantes, des définitions, des processus, même si l'année dernière, Franck Courchamp, le professeur de l'Université Paris-Saclay, avait coordonné toute une série de présentations au Collège de France. Peut-être certains d'entre vous y ont assisté, sinon je vous pousse à consulter ces enregistrements. Puis on parlera des différents textes qui encadrent finalement l'action collective et parler des listes d'espèces sur lesquelles on va privilégier les actions que nous devons mener. Et ensuite, je parlerai plus en détail des différentes actions que nous menons, mais que vous aussi, vous pourriez mener pour prévenir et limiter les introductions des espèces exotiques envahissantes sur le territoire français. Et à la toute fin, j'en profiterai en conclusion pour vous donner quelques pistes de contact et de ressources que vous pouvez consulter. Et je tiens à vous préciser que la plupart des illustrations que je vais utiliser porteront sur les espèces végétales parce que je suis en fait spécialisé sur la flore exotique. Donc je vais parler maintenant de l'OFB très rapidement, et cette fois-ci une nouvelle espèce, cette fois-ci aquatique, les fameuses Jussies, qu'a évoqué aussi Claude. Cette fois-ci c'est plutôt la Jussie à grande fleur, Ludwigia grandiflora, qui est très présente aussi en France dans les milieux aquatiques, notamment dans la Loire. Qu'est-ce que l'Office français de la biodiversité, l'OFB? C'est ce qu'on appelle un établissement public de l'État, un établissement public à caractère administratif, un EPA. C'est même une agence gouvernementale qui a été créée en 2020, il y a 6 ans, et qui est sous co-tutelle du ministère à la fois de l'écologie et aussi de l'agriculture. C'est un établissement qui est issu au fait de la fusion de 2 anciens établissements publics, d'une part l'AFB, l'Agence française pour la biodiversité, et d'autre part l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Actuellement, l'OFB regroupe à peu près 3000 agents qui ont pour principale mission de contribuer à la protection et la restauration de la biodiversité. Qu'elle soit présente dans tous les territoires français, que ce soit dans l'Hexagone mais aussi dans tous les territoires ultramarins français, la biodiversité de tous les milieux possibles, tous les milieux continentaux, que ce soit terrestres ou aquatiques d'eau douce, mais aussi les milieux marins, et puis concernant tous les groupes biologiques, que ce soit la faune ou la flore. À l'OFB, on est présent aux 3 régions géographiques. On a des directions nationales, nous avons des directions régionales dans toutes les régions administratives, et nous avons aussi des services départementaux dans lesquels on y retrouve nos agents de terrain et les inspecteurs de l'environnement. Et à travers le COP, le contrat d'objectifs et de performance, qu'on vient de nouveau de signer avec nos 2 ministères de tutelle, nous avons 3 principales missions. Déjà de connaître. Pour bien agir, il faut bien connaître, bien comprendre les espèces, les habitats, etc. Notamment avec une mission officielle qu'on a de recherche, de développement, d'innovation, mais aussi protéger, à la fois par la police de l'environnement, mais aussi on gère des aires protégées, on contribue à l'animation du réseau des aires protégées, comme les parcs nationaux qui sont rattachés à l'OFB, et puis aussi accompagner, car on ne fera pas tout seul, on va être cœur de réseau, donc c'est aussi travailler, être en appui aux acteurs, mais aussi mobiliser toute la société civile. Maintenant, je vais prendre le temps de bien expliquer ce que sont les espèces exotiques envahissantes. Et cette fois-ci, c'est une autre espèce, cette fois-ci ligneuse, un arbre qui est très connu, le robinier faux acacia, Robinia pseudo-acacia, qu'on trouve un peu partout en France, qui est surtout actuellement en floraison, donc on voit très bien, ça sent très bon. D'abord, qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante? Son acronyme, c'est EEE. Alors, une espèce exotique envahissante, déjà, c'est une espèce exotique, exogène au territoire considéré à une date donnée. Donc nous, on va s'intéresser à la France,
en 2026. Donc c'est une espèce qui vient de notre territoire, mais qui a été introduite dans l'environnement du territoire d'accueil, dans le nouveau territoire qui est la France. Ça a été introduite par les activités humaines de manière volontaire ou involontaire. Et ça s'est retrouvé dans l'environnement. Donc l'environnement, ça peut être les milieux naturels, mais aussi d'autres milieux agricoles, par exemple, en dehors de l'aire de répartition naturelle. Ces espèces introduites, certaines d'entre elles vont réussir à s'établir, à se maintenir durablement, sans assistance humaine sur le territoire, et même à se propager, à avoir un phénomène de prolifération. Et en plus de ce phénomène de prolifération, les espèces exotiques envahissantes vont générer des menaces, surtout sur la biodiversité, donc sur les espèces indigènes, sur les habitats naturels et ou les écosystèmes locaux. C'est surtout avant tout des impacts environnementaux, écologiques, mais en plus, il peut y avoir d'autres conséquences négatives, économiques, sanitaires et d'autres environnementales qui sont négatives. Donc, en fait, c'est un statut d'une espèce alloctone, étrangère, à la France, qui va connaître un processus d'invasion biologique. Souvent, on parle d'espèces envahissantes, d'espèces d'invasion biologique. L'invasion biologique, c'est le processus. Et pour cela, l'espèce va devoir acquérir plusieurs statuts, franchir plusieurs étapes et franchir plusieurs barrières, et à la fin aussi avoir des impacts négatifs. Et maintenant, ça, c'est bien codifié. On a principalement 4 grandes étapes dans un processus d'invasion biologique. Donc d'abord, on a une espèce qui est exogène, donc elle est indigène ailleurs, elle est présente dans un autre continent, elle va devoir être transportée en France, sur le territoire national, et pour cela, ça va lui permettre de franchir une barrière géographique, un océan, une montagne qu'on n'a pas pu franchir sans assistance de l'humain. Une fois qu'elle se retrouve sur le territoire français, alors certaines vont être directement introduites dans l'environnement, dans le milieu naturel, mais d'autres vont d'abord être présentes dans les jardins, les espaces verts, dans les aquariums, dans les parcelles agricoles, etc. Et donc c'est vraiment l'introduction, c'est quand ça va se retrouver dans l'environnement du territoire d'accueil, et donc ça va permettre d'être en dehors finalement des lieux de détention, des lieux de confinement. Donc là, ça va franchir une barrière environnementale. Une fois que l'espèce est bien introduite, certaines ne vont pas résister, ne vont pas survivre aux nouvelles conditions climatiques, environnementales du milieu rencontré, et donc va devoir s'établir durablement sans assistance humaine. Et donc on va parler d'espèces exotiques établies, naturalisées pour les plantes. Et donc là, c'est la barrière de reproduction, si elle arrive à se reproduire toute seule, sans nouvelles introductions répétées. Et puis aussi, à la fin, si elle arrive à se reproduire, il faut aussi qu'elle arrive à se disperser. Donc un phénomène de propagation, de prolifération, en créant de nouvelles populations à partir des populations mères, des populations sources. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir parler d'espèces exotiques envahissantes, si et en plus il y a des impacts négatifs. Alors une espèce exotique envahissante, on peut aussi parler d'espèces invasives. C'est l'autre terme qui est encore utilisé pour les médias, mais nous on privilégie le terme d'espèces exotiques envahissantes, EEE. Et invasive regroupe bien le terme à la fois d'exotique et envahissante. Donc on l'a dit, sans statut, c'est une espèce qui va connaître un phénomène d'invasion biologique. Donc il va y avoir une prolifération, une dynamique des populations, donc ça va générer de nouvelles populations, les causes des populations, et ces populations-là, elles vont avoir des conséquences locales avec des dommages négatifs. Et ça a été bien repris par une évaluation mondiale dédiée à cette thématique des espèces exotiques envahissantes de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour les climats, mais cette fois-ci la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, qui a bien repris finalement les différentes étapes et le processus qu'il faut atteindre. Et donc ça, je me rappellerai régulièrement sur ce rapport de l'IPBES de 2023, qui est très intéressant, qui est devenu une référence. Maintenant, je vais reprendre rapidement, progressivement, tous les processus, les différentes étapes. Tout d'abord, bien comprendre que les espèces exotiques qu'on a en France, ce sont en fait des espèces indigènes ailleurs. Un statut est toujours par rapport à une date et par rapport à un territoire. Et en fait, à chaque espèce, il faut attribuer un statut d'indigénat, un territoire d'origine. Et comme vous pouvez le voir, là, actuellement, on travaille sur un catalogue des plantes exogènes en France. Et on peut voir avec des collègues de l'ANSES, l'Agence nationale du risque environnemental, mais aussi des collègues des CBN, des conservateurs botaniques nationaux, que vous voyez qu'en France, les espèces exotiques viennent de tous les continents. Voilà, que ce soit d'Asie, d'Amérique du Nord, etc. Donc les espèces exotiques ici sont des espèces qui sont indigènes ailleurs dans le monde. Et donc important aussi de savoir que les espèces envahissantes ne sont pas toutes des espèces exotiques. On a aussi des espèces indigènes ici, qui sont indigènes en France, qui sont aussi envahissantes. Pas exotiques envahissantes, mais envahissantes. Par exemple, les ronces, les fougères, etc. Donc aussi bien faire attention entre le terme invasive et le terme envahissant. Et puis aussi, nous-mêmes, on a des espèces indigènes chez nous qui sont exotiques ailleurs, qui vont être envahissantes ailleurs. Par exemple, j'ai fait mon doctorat au Québec. Et le roseau commun, la plante que l'on voit partout, une sous-espèce indigène ici, est envahissante et pose des problèmes au Québec. Donc nous aussi, on peut fournir des espèces exotiques envahissantes. On a parlé des continents, des territoires d'origine, et puis finalement, il va y avoir des activités humaines. Donc le déplacement des espèces, le transport, ne peut être obligatoirement associé à des activités anthropiques pour pouvoir franchir la barrière géographique. Et donc, on peut voir ici, j'ai pris une image de Wikipédia, toutes les routes commerciales, car c'est beaucoup en fait le commerce, la mondialisation, les échanges internationaux, notamment par le commerce, par le tourisme aussi, les passagers, les citoyens, qui vont déplacer les espèces.
on peut voir que même l'Europe est finalement une source importante, un pool important d'espèces exotiques. C'est le continent le plus touché. Et ces déplacements d'espèces existent depuis le néolithique, depuis moins 8000 ans avant Jésus-Christ, quand les espèces humaines ont commencé à se sédentariser, à faire de l'agriculture. Et les premières, c'était des imports en Europe occidentale de légumineuses, de fabacées, notamment du Moyen-Orient, du croissant fertile. Il peut y avoir parfois certaines espèces indigènes qui vont augmenter leur aire naturellement. Parfois, avec le changement climatique, on va parler de néo-indigénat. C'est vraiment, il est besoin qu'il y ait un transfert d'une activité humaine. Et parfois, certaines espèces qui sont exotiques, par exemple en Belgique, dans les pays frontaliers, ils vont pouvoir arriver par des vecteurs naturels, par leur propre fait, mais comme elles sont exotiques en Belgique, elles vont être aussi exotiques en France. Donc, toujours bien comprendre quels sont les phénomènes de transport. Une fois que c'est transporté sur le territoire français, il va vraiment avoir besoin d'une introduction dans l'environnement du milieu d'accueil. Et là, il y a une typologie qui a été faite, qui a été adoptée récemment par la Convention sur la diversité biologique, la CDB. On a à peu près 6 grandes voies d'introduction des espèces exotiques. 2 qui sont plutôt intentionnelles. Parfois, on va libérer délibérément, directement dans la nature, certaines espèces exotiques. Par exemple, c'est le cas du Baccharis alimifolia, le senso en arbre, qu'on a planté volontairement sous le littoral français parce que ça avait des qualités ornementales pour améliorer finalement la qualité paysagère de l'environnement. Parfois, on va avoir une première partie qui est volontaire. On va importer volontairement des espèces qu'on va mettre dans nos jardins, dans nos espaces verts. Ça, c'est intentionnel. Et puis, de ces milieux de détention, il peut y avoir un échappement, une fuite, là, plutôt non intentionnelle. Et donc, ça, c'est une deuxième voie qui est très fréquente chez les plantes. On peut penser notamment à certaines graminées ornementales qu'on utilise dans les ronds-points, comme ici, le Pennisetum cetaceum, qui va, à partir des milieux, comme c'est des plantes extérieures, elles vont s'échapper finalement dans l'environnement. Donc, ça se sait que les plantes sont vraiment des marchandises, là. On a transporté volontairement ces plantes. Il peut y avoir des approches non intentionnelles ou là de la contamination. Donc là aussi, on va avoir des marchandises, par exemple des pots de végétaux, mais dedans, on va avoir d'autres espèces exotiques envahissantes, par exemple des platelmintes, des vers plats, des fourmis, qu'on va donc avoir une contamination accidentelle d'une marchandise qui est une plante qui est celle qui n'est pas envahissante, celle-là. Puis on peut aussi avoir de la clandestinité. Par exemple, quand certaines espèces vont profiter de certains vecteurs de transport, on pense souvent aux eaux de ballast dans les navires qui vont prendre de l'eau et dedans pour trouver certaines espèces. Alors pour revenir à la contamination accidentelle, je voulais présenter ça avec l'ambroisie à feuilles d'armoise. C'est une plante qui est présente notamment, qui est amenée par les soldats américains lors de la Première Guerre mondiale parce que c'était dans les fourrages des chevaux ou aussi dans les boules pour oiseaux, vous me donnez. Comme ça envahit les ambroisies parfois des parcelles de tournesol ou de soja, on peut retrouver ça dans les boules pour oiseaux, donc c'est un vecteur d'introduction de certaines espèces. Puis comme j'ai dit, quand certaines espèces peuvent aussi profiter de corridors anthropiques, par exemple les canaux, le canal de Panama, le canal de Suez, ça permet de créer finalement des voies de passage de certains océans à un autre pour certaines espèces de poissons. Et puis la dispersion naturelle, comme j'ai dit, quand certaines espèces sont présentes, exotiques sont présentes dans les pays frontaliers, ça peut arriver progressivement jusqu'à chez nous. Donc voilà, on a toute cette typologie-là. Donc bien comprendre quand on étudie une espèce exotique, quelles sont les sources d'introduction, quelles sont les voies d'introduction pour pouvoir bien agir sur ces voies. C'est un peu l'objet de ma présentation aujourd'hui. Donc je dis, c'est une typologie qui a bien été codifiée en anglais. Donc bien sûr, à chaque espèce, on peut avoir plusieurs voies d'introduction possibles, comme le dit, intentionnelles, non intentionnelles. Et pour les plantes, suite à l'étude qu'on est en train de mener, le catalogue des plantes exogènes, on voit quand même que la majorité des plantes exotiques envahissantes ont été transportées, importées volontairement. Surtout, ce sont des plantes horticoles, utilisées pour l'ornementation, la décoration, mais ça peut être aussi des plantes agricoles, soit pour des vocations alimentaires ou non alimentaires. Certaines, c'est aussi des plantes sylvicoles pour la production de bois qui s'échappent finalement des parcelles sylvicoles. Puis certaines plantes aussi d'aquariophilie, de certains aquariums qu'on retrouve quand on balance finalement nos poissons rouges, etc. Et puis bien sûr, il y a quand même quelques contaminations accidentelles comme vecteur d'introduction. Concernant les introductions, en fait, c'est un phénomène qui est encore en augmentation. On a déjà beaucoup d'espèces exotiques en France, mais en fait, il y en a encore beaucoup d'autres qui vont arriver. Donc c'est vraiment important de limiter les introductions. Là, c'est une étude qui a été faite par Arno Sivens, l'allemand, qui a été publiée dans Nature en 2017. On voit vraiment qu'il y a une augmentation et ça continue d'augmenter. Le but, c'est d'arrêter la courbe. Et là, j'ai mis un focus sur les plantes. On voit que les plantes, ça va plutôt se stabiliser parce qu'avec la sensibilisation, les actions que nous menons, effectivement, on va pouvoir limiter un peu les introductions intentionnelles, mais il y aura toujours des introductions non intentionnelles, d'où le fait que ça se stabilise. Et on a fait le travail pour la France. On a récupéré toutes les plantes exotiques, on essaie de récupérer la date de première observation et on voit bien qu'effectivement, il y a un effet d'augmentation. Rien que sur l'année dernière, je crois qu'on a découvert 25 nouvelles plantes exotiques. Pas toutes vont devenir envahissantes, mais il va y avoir l'autre de ces espèces-là qui vont devenir envahissantes. Donc on a déjà beaucoup de plantes exotiques envahissantes, mais beaucoup d'autres sont encore en attente. Donc, notamment aussi avec l'effet du changement climatique. Le changement climatique peut avoir un rôle sur les invasions biologiques, en favorisant, mais c'est aussi parfois limitant certaines invasions biologiques. Ce n'est pas corrélé tout le temps positivement.
Une fois que l'espèce est arrivée, a été introduite dans l'environnement, certaines ne vont pas résister. Il va falloir que les espèces s'acclimatent, se reproduisent et arrivent à se maintenir durablement, de manière autonome et sans assistance humaine, dans l'environnement du territoire d'accueil. Et donc là, souvent, il faut une adéquation entre les caractéristiques biologiques, auto-écologiques de l'espèce, on va parler d'invasiveness en anglais, et puis les caractéristiques des conditions biotiques et abiotiques du milieu d'accueil. Il faut qu'il y ait une adéquation. On a essayé de caractériser quelles étaient les caractéristiques communes de toutes les espèces exotiques envahissantes. C'est compliqué, bien sûr, mais généralement, les plantes exotiques envahissantes sont des plantes qui vont avoir une bonne croissance végétative, qui vont avoir une bonne reproduction, disons de la reproduction sexuée, asexuée. On a une bonne dispersion, disons avec différents vecteurs de dispersion, comme l'eau, le vent, les animaux parfois, qui peuvent utiliser des nouvelles armes chimiques. Certaines vont faire de l'allélopathie, produire des molécules qui vont inhiber la germination des autres plantes. Certaines vont avoir une bonne diversité génétique, mais la plupart vont quand même générer des populations monospécifiques, voilà, très denses, très larges, très pérennes. Et bien sûr, il faut aussi que le territoire d'accueil soit bénéfique. Et généralement, les espèces elles sont introduites sans leurs ennemis naturels, sans leurs prédateurs. Et donc là, ici, ça va les faciliter. Certaines vont être beaucoup des espèces qui vont être opportunistes, pionnières, qui vont arriver dans les milieux. Donc les perturbations vont favoriser, vont faciliter les invasions biologiques. Et puis souvent, c'est des espèces qui sont très tolérantes, qui vont pouvoir vivre dans différents types, dans différentes conditions environnementales, dans différents types de milieux. Donc voilà, c'est ça qui peut expliquer ce qu'on appelle les hypothèses d'envahissement. Ça a été bien codifié aussi. Voilà, notamment les collègues David Renaud du CNRS, Jonathan Schaschke, l'allemand, qui expliquent un petit peu les différentes hypothèses d'envahissement. Donc ça, c'est important de bien comprendre qu'est-ce qui fait qu'une espèce devient envahissante et d'autres non. Et donc, généralement, il faut un certain temps. Souvent, ça va faire une courbe d'invasion. Et souvent, on parle d'une phase de latence. C'est compliqué au début. Parfois, ça peut prendre plusieurs décennies, voire plusieurs centaines d'années avant que l'espèce va arriver à s'établir. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle à la propagule pressure, en anglais, la pression du diaspore. Il faut un certain nombre d'événements d'introduction avec un certain nombre d'individus qui sont arrivés à un certain nombre de fréquences pour limiter ce qu'on appelle l'effet fondateur et le goulot d'étranglement. Quand on prélève finalement certains individus dans leur territoire d'origine, on prend qu'un petit échantillon, un petit pool des individus. Et donc, c'est sûr que ça a du mal parfois à résister aux nouvelles conditions environnementales. Donc, parfois, il faut des introductions qui soient répétées, multiples, dans le temps et dans l'espace. Donc, pour comprendre, c'est un phénomène qui parfois peut prendre du temps avant d'exploser. Et puis, une fois que c'est introduit, établi, naturalisé, bien sûr, à partir des premières populations qui se maintiennent durablement, à partir de là, il peut y avoir une propagation, pas des vecteurs humains ou pas des vecteurs naturels. Les vecteurs naturels, quand les plantes sont à l'extérieur, par l'eau, le vent, les animaux, mais aussi parfois par de l'anthropochorie, donc par les vecteurs humains. Soit de manière involontaire, comme quand parfois on fait des travaux, on arrache, on excave les renouées, et puis malheureusement, on retrouve des rhizomes, des fragments, donc soit par des propacules végétatives qui se retrouvent et qu'on va dispersés involontairement sur d'autres chantiers, donc important de bien nettoyer le matériel, ou par les graines qu'on peut retrouver aussi, qu'on fait des amas de rémanents, les dépôts de déchets fer, donc bien faire attention. Et donc les espèces qui vont devenir envahissantes sont celles qui, toutes les espèces se dispersent, mais ce sont vraiment celles qui vont se disperser de manière significative, vraiment à grande échelle et de manière rapide sur le territoire en créant beaucoup de nouvelles populations. Et donc effectivement, pour toutes les espèces exotiques ne vont pas devenir envahissantes, c'est ça qu'il faut bien comprendre. À chaque étape, il peut y avoir un échec d'invasion. Pour ça, on parle de succès d'invasion. Et ça a même été théorisé par Williamson en 1996, qui a défini la 10 rule, la règle des dizaines, des 3-10, où à peu près, c'est une règle théorique, ça marche assez bien pour les végétaux, moins pour les animaux, mais pour à peu près 1000 espèces qui ont été importées, transportées, qu'à peu près une centaine arrivent vraiment à s'introduire, à être échappées dans l'environnement. Parmi cette centaine-là, que 10 arrivent vraiment à se manier, à s'acclimater, à s'établir. Et puis parmi celles-ci, qu'une seule devient envahissante. Donc ça fait un très faible pourcentage finalement. Mais quand on prend de manière plutôt, on parle du nombre, vous voyez actuellement, le rapport du l'IPBES montre qu'il y a à peu près 37 000 espèces exotiques établies, et parmi celles-ci, il y a à peu près 3 500 espèces exotiques envahissantes dans le monde. Ça fait beaucoup. Donc voilà, donc toutes les espèces, et pour ça, il ne faut pas faire d'amalgame. Donc on s'intéresse aux espèces exotiques envahissantes. Les espèces exotiques sont aussi parfois nécessaires. La tomate, on est content d'en manger, et ça vient d'Amérique du Sud. Je vous ai parlé du phénomène de propagation, et maintenant, c'est surtout important de comprendre les impacts. Là aussi, ça a été bien codifié. On considère qu'il y a trois grands types d'impacts négatifs. Les impacts environnementaux, qu'on peut décomposer en deux types d'impacts. Les impacts plutôt écologiques, quand ça touche plutôt aux espèces indigènes, locales, que ce soit animales ou végétales. On peut évoquer notamment l'élanthe, le faux cotonnier, l'élanthe, pardon, pas faux cotonnier, qu'on trouve pas mal aussi en région parisienne, le long du périphérique, vous en voyez partout de cette espèce-là. Et puis des impacts écosystémiques, quand ça touche plus en profondeur les écosystèmes, les services rendus par la nature. On parle parfois d'espèces transformatrices, quand ça peut impacter, par exemple, la physico-chimie du milieu.
Les autres types d'impacts, c'est les impacts socio-économiques, quand ça peut toucher aux activités économiques, quand ça peut perturber, par exemple, les espèces végétales qui sont cultivées, qui sont plantées, ou les espèces animales qui sont élevées, domestiquées. On peut penser notamment aux plantes aquatiques, comme le myriophylle, qui pose des problèmes pour la pêche, les activités récréatives de loisirs, et aussi pour la navigation, pour, par exemple, Voies navigables de France. Puis il peut y avoir des impacts sociaux quand ça touche un petit peu au bien-être, à la qualité paysagère, quand une certaine homogénéisation, banalisation de tous les paysages. On retrouve tout le temps les mêmes paysages, que vous allez en Portugal, en Espagne, en Angleterre, et vous voyagez, on trouve toujours les mêmes espèces au sein de l'Europe. Et puis, troisième type d'impact qui touche aux populations humaines, les impacts plutôt sanitaires, qu'on peut décomposer en impact sécuritaire, quand ça touche, par exemple, ça obstrue des voies de refroidissement de centrales nucléaires, ou quand ça touche aux réacteurs de certains avions sur les aéroports, on peut avoir des problèmes. Puis des impacts sanitaires quand ça touche directement aux populations humaines. Il y a certaines espèces qui sont allergisantes. Et puis, comme par exemple ici, la berce du Caucase, la sève peut être très dangereuse, ça peut générer des brûlures cutanées avec une réaction au soleil. Donc là aussi, bien important de bien comprendre tout le phénomène, mais aussi les impacts, de bien caractériser quels sont les impacts, quels sont les enjeux sur votre territoire. Donc là aussi, ça a été bien codifié. Donc le rapport de l'IPBES, lui, découpe ça en 3 grands types d'impacts, des impacts sur la nature, sur les contributions de la nature aux populations et sur la bonne qualité de vie. Et puis aussi, là, on peut s'intéresser aux mécanismes qui expliquent les impacts, notamment les impacts sont générés par de la compétition entre espèces, par de la prédation entre espèces, par des phénomènes de transmission de maladies, par aussi des croisements génétiques. Donc ça a été bien codifié. Et bien sûr, à chaque espèce, comme on le voit ici, les espèces peuvent avoir plusieurs impacts différents, bien sûr. Et donc, les espèces exotiques ou envahissantes, je voulais mettre un petit point, ça peut aussi avoir des effets positifs pour l'environnement, mais normalement, tout impact négatif peut faire classer l'espèce comme espèce exotique envahissante. Ce n'est pas un ratio, c'est dès qu'il y a un impact négatif, on peut le classer comme espèce exotique envahissante, comme EEE. Et puis, on peut présenter aussi les impacts comme selon un quadratique sanitaire. Vous avez peut-être entendu parler de cette approche One Health en anglais, qu'on appelle une seule santé, où toutes les santé sont connectées. Alors, généralement, on les décompose en 3, je préfère les décomposer en 4. La santé humaine, la santé des humains. La santé animale, quand on s'intéresse aux animaux élevés, domestiqués. La santé végétale, quand on s'intéresse aux végétaux cultivés, plantés. Et puis nous, c'est surtout, on s'intéresse surtout, donc les espèces envahissantes impactent toutes les santé. Nous, on s'intéresse surtout à la santé écosystémique, à la santé des écosystèmes, quand ça touche notamment les espèces indigènes. Récemment, il y a eu un gros congrès à Lyon, sur One Health, là, avec notamment les collègues de l'UICN France, qui ont établi un petit guide. Et donc voilà, ça confirme qu'il y a besoin de coopération interministérielle entre le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Santé, qu'il faut vraiment intégrer les enjeux des espèces exotiques envahissantes dans l'intégralité des politiques publiques environnementales, mais aussi des politiques sectorielles, car tout le monde finalement est impliqué et concerné par les espèces exotiques envahissantes. Donc au final, quand on a fait tout le processus, ça va générer une courbe d'invasion, et en fonction de la phase dans laquelle on se situe, on va avoir différentes actions à mener, et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser en amont, parce que les actions elles sont plus efficaces et moins chères quand on a un début d'invasion, donc c'est vraiment important. Alors que Claude a plutôt parlé de la partie gestion, à la fin, gérer, maîtriser, réguler les populations. Non, aujourd'hui, je vais évoquer la partie plutôt prévention. Quelques derniers points, mais Claude l'a très bien expliqué. Effectivement, on peut s'appuyer sur le rapport de l'IPBES, qu'effectivement, les espèces exotiques envahissantes, c'est l'une des principales pressions qu'ils exercent sur la biodiversité dans le monde. Et moi, j'aime bien dire que c'est une pression en lien avec des activités humaines. Contrairement aux autres pressions, on parle souvent du réchauffement climatique, la surexploitation des ressources, les différentes pollutions. Là, on met vraiment le focus sur l'espèce humaine, sur l'espèce humaine. Alors qu'on parle d'espèces exotiques envahissantes, on met le focus sur l'espèce. J'aime bien parler plutôt que c'est l'introduction et la propagation qui sont problématiques. Et comme l'a bien dit Claude, effectivement, 60% des extinctions d'espèces à l'échelle mondiale seraient dues, au moins en partie, car souvent c'est multifactoriel, aux espèces exotiques envahissantes. Quelques messages que je voulais faire passer rapidement. Que le statut d'espèce est un statut variable, qui varie dans le temps et dans l'espace. Une espèce peut être envahissante ici en France, mais pas ailleurs. Elle peut être envahissante maintenant, mais pas dans 10 ans. Ou elle n'était pas il y a 5 ans, mais elle le sera dans 15 ans. Donc c'est aussi bien définir à quelle étape on se situe. Et puis le statut de EE, on l'attribue à l'espèce. En fait, c'est au niveau des populations qu'on s'intéresse. Ce n'est pas parce que l'espèce, la renouée, est envahissante, le statut, qu'une population de renouée, quelque part, en milieu urbain, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de dispersion. Peut-être que ce n'est peut-être pas une priorité de gestion. Donc bien d'avoir, car le comportement des espèces varie en fonction des situations, en fonction des contextes. Et puis aussi, souvent, on dit que les EE peuvent être perçus comme une conséquence d'un problème plus grave. En anglais, on parle de passenger, que les espèces sont passagères. Oui, effectivement, parfois, ça peut être des indicateurs d'une perturbation plus grave, mais souvent, ça a pu être régulé, finalement, par des espèces indigènes qui ont pu prendre de la place, mais généralement, parfois, les espèces envahissantes sont celles qui vont générer un problème supérieur, donc on parle plutôt de drivers. Elles vont conditionner un problème supplémentaire.
Et puis, comme j'ai dit, ne pas mettre spécialement les EE au cœur du problème en tant qu'espèce, mais bien leur introduction à la propagation. Et c'est vraiment le rôle des humains. Et c'est là aujourd'hui, vous allez voir les actions que l'on mène, c'est grâce aux humains. Et voilà, les humains au cœur du problème, il faut responsabiliser. Donc à la fois, on est une source du problème, on est responsable un peu des introductions, des propagations, mais on est aussi de la solution. Comme l'a bien démontré Claude, on peut aussi profiter de l'occasion et faire des bonnes choses avec des espèces envahissantes, tout en jouant le rôle de gestionnaire. Et puis avec le besoin de changement transformateur, c'est un terme qui est consacré, ça l'IPBES demande aux populations humaines de changer leur comportement, et c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui, de vous présenter pour la prévention. Maintenant, je vais parler un petit peu des différents textes qui permettent d'encadrer l'action collective. Donc cette fois-ci, une photo du myriophylle du Brésil, Myriophyllum aquaticum, une plante aquatique qui pose pas mal de problèmes. Donc moi, comme c'est un problème qu'on doit gérer, les espèces exotiques envahissantes, et comme tout problème, on doit mener un certain nombre, une diversité, une multitude de différentes actions. Et j'aime bien présenter ça selon ce diagramme-là, où je distingue les actions en deux types. Les actions successives, comme j'appelle ça, qui vont suivre généralement la courbe d'invasion en fonction des étapes. Donc d'abord, il faut bien connaître les espèces exotiques. En fonction de cela, les évaluer, déterminer lesquelles peuvent être jugées scientifiquement comme espèces exotiques envahissantes. Et une fois qu'on a déterminé les espèces prioritaires, mener un certain nombre d'actions. Faire de la prévention, de la biosécurité, on y reviendra au niveau des frontières pour limiter le transport, au niveau des établissements détenteurs, des particuliers aussi, pour limiter l'introduction. Ça va quand même se retrouver dans la nature, donc là, faire de la surveillance, de la veille, de la détection précoce des individus qui sont dans l'environnement, puis passer malheureusement à la gestion s'il faut, la gestion des populations qui a bien évoqué, et parfois on oublie, mais il y a deux opérations qu'il faut faire après la gestion des populations. C'est valoriser la biomasse, la matière organique, les déchets verts, il y a une solution possible, et puis aussi restaurer le milieu après qu'on a éradiqué parfois l'espèce, faire de la revégétalisation du génie végétal. Il y a des actions transversales qui peuvent avoir lieu sur les différentes actions successives. Par exemple, j'ai bien parlé de la recherche, on va pouvoir faire de la recherche sur des nouvelles techniques de surveillance, par exemple l'ADN environnemental, je reviendrai à la télédétection, de nouvelles techniques de gestion des populations, par exemple la lutte biologique, qu'on fait appel à des insectes étrangers, des nouvelles techniques de valorisation, moi je m'intéresse notamment au compostage, à la méthanisation des déchets verts, on peut aussi tout ce qui est la formation des observateurs, de la surveillance, comment reconnaître des espèces, de la formation plutôt des gestionnaires, sur quelle est la démarche de gestion, comment agir, et puis bien sûr tout le reste qu'il faut s'intéresser, mobiliser l'ensemble des acteurs, trouver des financements. Donc voilà un petit peu les différentes actions que l'on doit mener sur les espèces exotiques envahissantes. Et ça a bien été repris aussi par le rapport de l'IPBES qui montre bien qu'en fonction des différentes phases, on va avoir différentes actions à mener, prévention ici, détection précoce ici, on voit bien la phase de latence, etc. Donc on a de la chance, sur les espèces exotiques envahissantes, on est couvert par une multitude de textes. Que ce soit des textes réglementaires, donc qui sont plutôt coercitifs, qui nous poussent à agir, et on peut avoir des conséquences si on n'agit pas. Et puis des textes plus stratégiques, qui sont plutôt incitatifs, qui nous poussent à avoir certains engagements, mais voilà, c'est plutôt du facultatif. Et puis on a des textes qui vont être généraux sur la thématique globale de la biodiversité, et puis surtout des textes spécifiques consacrés aux espèces exotiques envahissantes. On a 4 textes principaux actuellement qui encadrent nos actions. Donc moi, dès que je mène un projet, j'essaie de le rattacher. Ça permet de mettre en œuvre l'action Y de ceci, l'action X de cela, etc. Et notamment, depuis 10 ans maintenant, on a un règlement européen consacré à la thématique des espèces exotiques envahissantes, donc qui a été adopté en 2014, entré en vigueur en 2015, et qui demande aux États membres de mettre en place un certain nombre d'actions de surveillance, de gestion que j'ai pu évoquer précédemment. Dans tous les textes, on retrouve toujours les actions que j'ai évoquées deux diapos précédemment. Et donc, ce règlement européen, ça demande aux États membres, aux 27 États membres, de mettre en place un certain nombre d'actions, certaines sont obligatoires, d'autres facultatives. Et on a profité de ce règlement européen-là, nous aussi, pour être un peu plus proactifs. Côté français, on a élaboré une stratégie nationale en 2017 avec le ministère de l'écologie. Et suite à cela, en 2022, on a publié un plan national spécifique consacré à la prévention, qui permet de mettre en œuvre une partie de la stratégie nationale et aussi de répondre au règlement européen. Et comme j'ai déjà évoqué, on l'a évoqué, le rapport de l'IPBES 2023, qui permet de faire sortir des éléments clés, des messages clés sur la thématique des espèces exotiques envahissantes. Donc voilà un petit peu les textes importants sur lesquels on se réfère systématiquement. Ces textes-là, on peut après les décomposer par échelle géographique. À l'échelle internationale, il y a bien sûr la Convention sur la diversité biologique, que vous connaissez peut-être, de 1992, à la Convention de Rio, qui est un peu un document macro et intemporel, qui est souvent décliné par décennies, mais qui rappelait quand même à l'article 8H qu'il fallait s'occuper des espèces exotiques envahissantes. Entre 2010 et 2020, c'est ce qu'on appelle les objectifs d'Aichi, et entre 2020 et 2030, ce qu'on appelle le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qu'on appelle en anglais le Global Biodiversity Framework.
Et dedans, on a la cible 6, qui est consacrée à la thématique des espèces exotiques envahissantes, comme quoi il faut essayer de limiter l'introduction et les établissements des espèces exotiques envahissantes. Et puis, dès 2019 aussi, l'IPBES avait fait une évaluation globale et avait rappelé que, bien sûr, les espèces envahissantes font partie des 5 principales menaces qui s'exercent sur la biodiversité. À l'échelle européenne, je l'ai évoqué, on a le règlement européen de 2014, mais en fait, dès 2004, on avait déjà une stratégie dédiée aux espèces exotiques envahissantes, mais qui n'était pas vraiment suivie. Et puis, en 2020, il y a une stratégie européenne, globale, sur la biodiversité. Dedans, on retrouve aussi une action sur les espèces exotiques envahissantes. Et là, c'est intéressant car elle focalise de cette gérer les espèces envahissantes pour protéger les espèces menacées de la liste rouge. Donc ça, c'est très intéressant, ça donne un focus. Et puis, j'ai appris récemment aussi qu'on avait une évaluation, cette fois-ci pas mondiale, mais européenne des écosystèmes en 2021, qui rappelle là aussi. Vous voyez, on est couvert dans tous les grands textes internationaux, on traite des espèces exotiques envahissantes. Et puis au niveau national, je l'ai évoqué, on a la stratégie nationale, mais suite au règlement européen de 2014, on a fait évoluer le Code de l'environnement, avec des articles consacrés à la thématique des espèces exotiques envahissantes, et qui a fait l'objet d'un décret d'application, donc du code, dans le Code de l'environnement en 2017. Et puis aussi, dès 2023, depuis 2023, on a une nouvelle stratégie nationale biodiversité, la numéro 3. Donc aussi, ça fonctionne par décennie. Et dedans, on a la mesure 10, consacrée aux espèces exotiques envahissantes. Voilà, là aussi, c'est une synthèse finalement de la stratégie nationale EE, où voilà, je l'ai dit, on faut faire aussi de la surveillance, de la formation, de la recherche, etc. Puis 2 autres textes un peu intéressants, le plan biodiversité à l'époque où Nicolas Hulot était ministre de l'Environnement, il avait lancé un grand plan. Là aussi, on retrouvait la thématique espèces exotiques envahissantes. Puis parfois, les parlementaires s'appropriaient le sujet et on avait été auditionné par une mission d'information parlementaire en 2021. Là aussi, avait rappelé les grands messages. Voilà, pour vous dire qu'on est partout et tous les grands textes pensent à nous, ou du moins aux espèces envahissantes. Il ne faut pas oublier les autres échelles, infranationales, mais aussi au niveau régional. Des stratégies régionales dédiées aux espèces exotiques envahissantes se mettent en place. Ce sont des déclinaisons de la stratégie nationale. Vous voyez, à peu près toutes les régions administratives ont plus ou moins des stratégies ou des programmes ou des plans d'action consacrés aux espèces exotiques envahissantes, soit mélangés faune-flore, soit parfois séparés faune et flore, comme par exemple dans le sud de la France. Puis il peut y avoir aussi des textes selon d'autres échelles géographiques, au niveau départemental, parfois au niveau local, parfois il peut y avoir des stratégies EEE, mais j'ai voulu évoquer aussi les bassins, notamment la Fédération des conservateurs d'espaces naturels, la FCEN, anime en réseau d'acteurs une stratégie à la fois sur le bassin Loire-Bretagne depuis plus de 20 ans, mais aussi tout récemment, depuis quelques années, sur l'axe Rhône. Donc essayez de bien prendre connaissance, si vous êtes dans certains territoires, de ces stratégies-là, si vous voulez contribuer à ces stratégies-là. Bien sûr, parfois, il y a des chantiers bénévoles qui sont organisés, donc vous pouvez y contribuer, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces coordinateurs-là. Puis important, c'est que toutes ces stratégies-là, ces plans d'action-là, sur quelles espèces il faut les mener. Et là, on ne l'a pas encore évoqué, mais pour moi, il faut bien distinguer 2 statuts, les statuts scientifiques et les statuts réglementaires. Quand on parle EE, de quoi on parle? Généralement, comme on l'a dit, on s'intéresse aux espèces exotiques, et parmi toutes ces espèces exotiques-là, on va déterminer, nous les scientifiques, quelles sont celles qui peuvent être jugées comme envahissantes. Et parmi celles-ci, certaines vont faire l'objet d'une réglementation, vont être interdites. J'y reviendrai plus tard. Donc actuellement, en France, on peut s'appuyer notamment sur TaxRef, le référentiel taxonomique, sur le statut J, où on aura à peu près 200 espèces dans l'Hexagone considérées comme scientifiquement comme espèces exotiques envahissantes. Et parmi celles-ci, certaines, on va réglementer, notamment à l'échelle de l'Union européenne. Et actuellement, on a 114 espèces exotiques envahissantes réglementées à l'échelle de l'Union européenne, 49 espèces végétales et 65 espèces animales. Et donc là, on a un arrêté ministériel, mais je reviendrai plus tard. Et puis bien distinguer aussi le statut avéré et le statut potentiel. Certaines espèces sont déjà envahissantes chez nous, ont des impacts, prolifèrent, et puis d'autres, on va leur donner plutôt un risque d'invasion. Des espèces qui ne sont pas encore envahissantes chez nous, mais on sait qu'elles sont envahissantes dans des territoires limitrophes, avec les mêmes conditions. Donc c'est bien aussi de faire de la prévention à travers ces listes-là. Quelques chiffres, voilà, on peut s'appuyer notamment sur le catalogue qu'on est en train de mener. Vous voyez, à peu près 5600 espèces de plantes indigènes dans l'Hexagone, et versus 1000 espèces végétales naturalisées et bien établies. Vous voyez, c'est quand même une proportion 15-20% de notre flore actuellement en France est exotique. Et parmi celles-ci, on en considère à peu près 200. Alors, ce n'est pas le même chiffre que TaxRef, mais à peu près 200 qui peuvent être considérées comme envahissantes. Vous voyez, la France est bien impactée. Et puis, on peut s'appuyer aussi sur l'Observatoire national de la biodiversité, l'ONB, qui publie régulièrement des cartes et des indicateurs où vous voyez qu'effectivement, le territoire français est quand même bien envahi, notamment les cours d'eau, un peu moins les massifs montagneux, et qu'il y a une évolution au cours du temps qui est de plus en plus envahie. Et puis, vous donnez aussi quelques exemples d'espèces. J'ai beaucoup parlé d'espèces végétales.
Donc c'est bien, la liste réglementaire européenne est plutôt assez significative, représentative. Elle touche plusieurs types de plantes, que ce soit des plantes herbacées, ligneuses, terrestres ou aquatiques. Mais concernant les animaux, là aussi, on a un petit peu de tout. Les principaux animaux envahissants, on les retrouve dans la réglementation. On y retrouve des mammifères comme le ragondin, des oiseaux comme l'oie d'Égypte ou l'ibis sacré, des amphibiens comme la fameuse tortue de Floride qu'on a tous eu quand on était petit, des poissons comme la perche soleil, on a des crustacés, on a des amphibiens comme le Xenoplis, des crustacés, les fameuses écrevisses américaines qu'on évoquait, et puis bien sûr aussi des insectes comme le fameux frelon, appât jaune, etc. Maintenant, rentrons vraiment, vous expliquer les actions qu'on peut mener. Voilà, je vous expliquais le phénomène, le processus, et que nous, maintenant, on va essayer plutôt d'agir. Voilà, pour limiter les introductions, pour ne pas être dans la phase de gestion directement. Et ça, on peut mettre en place ce qu'on appelle des mesures de biosécurité. C'est toutes les actions, que ce soit politiques, techniques, scientifiques, réglementaires, qui vont permettre d'essayer de limiter les risques d'introduction. On le retrouve bien là aussi. Déjà, pour vous donner déjà un petit teasing, voilà, on voit qu'à travers le rapport de l'IPBES et puis aussi un document qui a été fait tout récemment, qu'on va se positionner au début de la courbe d'invasion, prévenir l'introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes en s'occupant des voies d'introduction, en s'occupant de la sûreté biologique aux frontières, notamment en gérant les voies d'introduction, etc. Donc finalement, on va utiliser une combinaison d'actions pour limiter le transport jusqu'au territoire, mais aussi l'introduction dans l'environnement. Et je vais les reprendre au fur et à mesure, de manière progressive. Tout d'abord, ce qui est important, les mesures de prévention que l'on met, c'est déjà hiérarchiser les voies d'introduction. Bien comprendre, comme je l'ai évoqué, les sources d'introduction. Donc ça a permis de conduire finalement à l'élaboration du plan d'action de 2022. Et là, c'était appuyé sur un stage que j'avais supervisé en 2018 à l'époque de l'AFB, où on avait pu étudier pour chaque espèce réglementée à l'époque, il n'y en avait que 49, donc là c'est un document qui commence à dater, mais ça a permis d'alimenter finalement le plan d'action national. On voyait bien que, notamment pour les espèces végétales, c'était les fuites et les échappements à partir de milieux de détention qui étaient les principales sources d'introduction, que les plantes envahissantes sont majoritairement importées volontairement, notamment pour des raisons horticoles. Donc on voit bien ici que les usages ornementaux horticoles sont importants à gérer. Et voilà, le plan d'action, il dit qu'il faut mettre notamment des actions de communication, de sensibilisation, de formation. D'élaborer des guides d'information, notamment des codes de conduite, je vais revenir progressivement sur ces différents points. D'améliorer aussi la réglementation, je reviendrai à ce que ça veut dire, réglementer une espèce. Et puis aussi faire de la contrôle de la police et de la surveillance de la détection. Une fois qu'on a priorisé les voies d'introduction, il y a aussi un deuxième type de priorisation, c'est les espèces, j'ai déjà évoqué. Mais c'est important vraiment de savoir sur quelles espèces on va mener les actions. Donc on a élaboré notamment, on a fait un guide, un article scientifique il y a 2 ans, maintenant dans Naturae avec des botanistes, différents botanistes, pour bien réexpliquer quelles sont les différentes terminologies entre occasionnel, naturalisé, introduit, non introduit, envahissant, non envahissant. Et donc dès qu'on s'intéresse à une espèce, on essaie de bien catégoriser, classer l'espèce. Et puis ensuite, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle des méthodes d'évaluation, d'analyse de risque, où pour chaque espèce, on va s'intéresser notamment, savoir si elle est bien exotique, naturalisée, s'intéresser au potentiel de prolifération, si c'est faible, modéré ou fort, s'intéresser aux impacts, faible, modéré ou fort, et qu'une espèce a à la fois un potentiel de prolifération fort, d'après ses modes de reproduction, de dispersion, et des impacts potentiels qui sont forts, on va la mettre dans les espèces exotiques envahissantes. Et ça, on a de la chance, on peut s'appuyer à l'échelle nationale sur le référentiel TaxRef, et puis maintenant, toutes les régions administratives, grâce au CBN, aux conservatoires botaniques nationaux, ils ont des listes scientifiques hiérarchisées des plantes exotiques envahissantes. N'hésitez pas à consulter ces listes-là. Maintenant, à peu près toutes les régions administratives sont concernées. Et puis nous, à l'échelle, on n'a pas vraiment de méthode unique pour faire ces listes-là. Moi, côté à l'OFB, j'essaie de travailler sur une méthode unique. On s'appuie notamment sur la méthode E4, une méthode qui a été développée par l'UICN international, qui s'intéresse surtout aux impacts écologiques des espèces. On a pu s'appuyer notamment sur les données du projet Invapact, qui est mené par Franck Courchamp, du CNRS. Et puis on a pu tester ça sur à peu près 228 espèces végétales. Et parmi ces 228 espèces végétales, on a à peu près 129 qui ont vraiment un impact modéré, majeur ou massif. Donc maintenant, on a une vraie liste sur laquelle s'appuyer pour prioriser les actions. Mais c'est bien d'avoir des statuts scientifiques. Mais ces statuts scientifiques-là, ça va surtout permettre d'alimenter la réglementation. Car quel est le meilleur moyen de limiter la prévention? C'est d'interdire les espèces, d'interdire qu'elles soient utilisées, qu'elles soient importées. Donc, comme je l'ai évoqué, on a une liste réglementaire au niveau européen. Donc, on a 114 espèces qui sont réglementées. Et cette liste, elle est transposée, elle est traduite dans le droit français. J'ai évoqué le Code de l'environnement qu'on a mis à jour récemment. Et le Code de l'environnement, il s'appuie sur 2 articles, notamment le L411-5 du Code de l'environnement et le L411-6 du Code de l'environnement. Et le L411-6 du Code de l'environnement, c'est celui qui reprend les mêmes interdictions qu'à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on interdit toutes les activités. Quand on met une espèce sur cette liste-là, qu'on la classe, on va tout interdire. On va interdire l'introduction sur le territoire, l'introduction dans le milieu naturel, l'achat, la vente, l'échange, le transport, l'utilisation,
La détention, on ne veut plus les avoir sur le territoire. On a quand même gardé une petite marge avec le L411-5, qui est le niveau 1 d'interdiction, où là, on n'interdit que l'introduction dans le milieu naturel. Certaines espèces, on peut continuer à les avoir chez nous, à les utiliser, à les acheter, à les vendre, mais quand ça se retrouve dans la nature, bah, s'il y a un inspecteur d'environnement qui le voit, qui peut déterminer que ça vient de chez vous, vous pourriez être verbalisé. Donc voilà. Ça nous permet notamment d'avoir certaines opportunités pour tout ce qui est lutte biologique. Si on doit faire appel à des insectes exotiques pour gérer des plantes exotiques, ça nous laisse ce créneau-là. Donc là, on a notamment l'arrêté ministériel du 14 février 2018 qui reprend finalement les espèces réglementées. Même si on a une évolution, la liste, elle évolue, elle augmente régulièrement. Vous pouvez vous référer systématiquement à cet arrêté-là. On a un pour la faune et un pour la flore. Et aussi, je vais le mentionner, pour les outre-mer, les territoires ultramarins, la Guyane, la Réunion, etc., on a des listes spécifiques. Voilà, chaque territoire, on l'a dit, ce n'est pas les mêmes espèces envahissantes. Sinon, avec le centre de ressources, j'évoquerai tout à l'heure le centre de ressources espèces exotiques envahissantes, on a un panorama réglementaire si vous voulez en savoir plus. Donc c'est bien de réglementer. Premier point, réglementer, interdire les espèces, c'est le meilleur moyen pour la prévention. Mais c'est important de faire respecter cette réglementation-là. Donc on a besoin d'actions de police, de contrôle pour faire respecter, avec des inspections des importations au niveau des voies d'entrée. On a deux niveaux. Au niveau des frontières, là pour le transport, on va pouvoir notamment s'appuyer sur les CIVEP, les services d'inspection vétérinaire et phytosanitaire qui sont rattachés au ministère de l'Agriculture, qui eux vont s'intéresser plutôt aux marchandises, donc au commerce, et puis aussi s'appuyer notamment sur les douanes du ministère de l'Intérieur, qui vont plutôt s'intéresser aux passagers, aux aspects touristiques, en contrôlant si les marchandises ne tiennent pas des espèces qui sont réglementées dans les ports, auprès des navires. Et justement, depuis quelques semaines, on a un partenariat avec ce qu'on appelle les GPM, les grands ports maritimes, qui sont au nombre de 7 en France. Donc on commence à les sensibiliser à la thématique, ou au niveau des aéroports et des avions. Même si ça passe la première étape, le transport, ça arrive sur le territoire, on a aussi après, on a des contrôles de police au niveau des détenteurs. On va surtout s'intéresser aux professionnels, mais ça peut être aussi les particuliers. Et donc là, ça va être mené par mes collègues de l'OFB, les inspecteurs de l'environnement, qui vont par exemple auprès des professionnels, aller auprès des horticulteurs, des pépinières, des jardineries, des paysagistes, qui peuvent utiliser ces plantes-là, et ils vont d'abord faire plutôt de la pédagogie, bien sûr. C'est une nouvelle loi qui, parfois, il faut faire preuve aussi de certaines souplesses. Donc on a fait des brochures qui mériteraient d'être actualisées, mais c'est aussi notre rôle de faire des flyers, un plutôt pour les particuliers et collectivités, un autre plutôt pour les établissements de recherche et de conservation, qui peuvent continuer parfois à utiliser, à faire de la recherche, avec certaines autorisations, on a un régime dérogatoire, et puis aussi pour tous les établissements à vocation commerciale, pour leur dire attention, maintenant c'est interdit, parfois il y a un certain délai qui est autorisé. Donc voilà, on est en train de monter en place une stratégie de contrôle au sein de l'OFB pour encadrer les actions. Et ça passe notamment par une montée des compétences de nos agents. Et donc, depuis 2 ans maintenant, chaque année, on organise des formations, à peu près d'une douzaine de personnes. Et puis un point que j'ai voulu noter aussi, c'est le commerce, le e-commerce. Le commerce en ligne est aussi d'une grosse source. Voilà, parce qu'on peut toucher les particuliers, on peut toucher les professionnels, mais tout ce qui est les échanges finalement, les bourses, etc., qui sont aussi un vecteur d'introduction. Et donc, Le Bon Coin et Amazon, lui, on retrouve régulièrement des signalements. Donc, parfois, des gens nous écrivent « Ah, j'ai vu ça, machin bidule, c'est vendu. » Donc, nous, parfois, on agit, parfois, on n'agit pas. Autre point, c'est que là, on travaille beaucoup avec la filière du végétal, notamment Valor. Valor, c'est l'interprofession du végétal. Ça regroupe des milliers d'adhérents, des 3 grandes familles des professionnels du végétal, les producteurs, donc notamment les horticulteurs, les pépiniéristes, le commerce, la grande distribution, la distribution comme les jardineries, les animaleries aussi, parfois on retrouve des plantes aquatiques dedans, et les paysagistes, les entrepreneurs du paysage, les paysagistes concepteurs. Et eux-mêmes, ils n'ont pas attendu non plus la réglementation pour agir. Depuis 2015, ils ont un code de conduite professionnel où tous ceux qui signent, donc c'est un engagement volontaire, il n'y a aucune obligation, mais plusieurs ont signé, où ils engagent à ne plus commercialiser, utiliser certaines espèces. Donc il y a une liste de consensus qui reprend les espèces réglementées et une liste finalement plutôt de recommandations. Certaines espèces, bon, on reconnaît qu'elles sont en mais plutôt dans certaines conditions, mais voilà, ils s'engagent eux-mêmes, ils n'attendent même pas la réglementation. Code de conduite, il y en a sur tous différents secteurs, différentes filières. Il y a même un code de conduite dédié à l'horticulture à l'échelle européenne. Mais depuis 2015, on a. Et puis, ils continuent à s'engager, Valor, en réalisant depuis quelques mois un guide pour mieux expliquer, identifier les espèces réglementées végétales, avec des posters, des affiches. On a organisé des événements avec eux. Il y a 2 ans, on a fait une journée d'échange technique pour faire rencontrer les écologues et les horticulteurs, et eux-mêmes, chaque année, des rencontres. Donc voilà, c'est important de les mobiliser. Puis c'est bien, on a parlé de la répression, l'autorégulation, l'auto-engagement. Mais c'est bien qu'on interdit quelque chose, d'avoir des solutions alternatives. Donc eux-mêmes, ils ont 7 engagements, et parmi les engagements, c'est de plutôt promouvoir, au lieu des espèces exotiques envahissantes, l'utilisation de certaines espèces exotiques à faible risque, à pas risque d'invasion, ou de certaines espèces indigènes. On a pu s'inspirer notamment du projet Alter IAS, donc des espèces alternatives de substitution qui est lié aux Belges.
Donc ceci, c'est un point important, c'est de travailler avec la filière. Mais pas que la filière du végétal, tous les secteurs sont concernés par les espèces exotiques envahissantes, donc on doit aussi mobiliser, travailler avec l'ensemble des filières, les autres filières professionnelles et même les sports de nature. On peut s'appuyer notamment sur ce qu'ont fait les Anglais. Les Anglais, c'est vrai que c'est une île, ils ont vraiment cette culture des invasions biologiques. Ils ont créé ce qu'on appelle le check clean dry. Quand vous allez dans la nature... C'est moi qui ai touché? Non, je crois pas. Pardon, excusez-moi. Voilà, du coup, vous allez dans la nature, vous allez peut-être vous balader à la pêche, n'importe quoi. Vous pouvez transporter, vous, intentionnellement sur vos bottes, etc., du matériel. Donc, on pense, ça va être réutilisé par les Belges. Et nous-mêmes, à l'Office, on va essayer, d'ici quelques mois, quelques années, de aussi proposer des supports de vulgarisation, de sensibilisation qui vont reprendre ces triptyques-là. Vérifier votre matériel, nettoyer, plutôt à l'eau claire, pas de la javel, et puis faire sécher, pour être sûr que vous n'allez pas propager finalement involontairement des espèces envahissantes. Donc, vous-même, vous avez un rôle à jouer. On a déjà une collaboration il y a quelques années avec la Fédération française de voile. Et puis aussi, on a contribué à un rapport de l'UPGE, nos professionnels du génie écologique, car quand ils font des chantiers aussi de gestion, d'aménagement, d'autoroutes, etc., volontairement, en amont, ils peuvent apporter des propagules, des graines par le matériel, l'équipement, les machines. Et puis aussi après, quand vous avez peut-être touché des populations de renouées, faire attention que vous n'allez pas propager. Donc voilà, vraiment travailler avec l'ensemble des filières concernées. On a parlé surtout des professionnels, mais il n'y a pas que les professionnels, il y a aussi les particuliers. Et donc là aussi, il y a un besoin de sensibilisation. Nous-mêmes aussi, à l'OFB, on essaie de faire un peu des campagnes de communication. On a élaboré quelques flyers, un flyer un petit peu, une brochure un peu généraliste, et puis une déclinaison à la fois pour la métropole et pour les Outre-mer. J'évoquais tout à l'heure les 3 brochures qu'on a parlé plutôt des dispositions réglementaires, mais on a aussi décliné pour chaque territoire ultramarin. Donc là, c'est les 3 versions pour la Martinique. Donc il y a beaucoup de versions papier, on a pu faire aussi des affiches, des posters. Là, par exemple, il y a toute une exposition, il y a 8 affiches que vous pouvez utiliser par la Fédération des conservateurs d'espaces naturels. En région aussi, les CBN, les CEN. Et nous aussi, à l'échelle de l'Union européenne, on a fait des affiches, voilà, en fonction des filières, vous voyez, plutôt pour les forestiers, plutôt pour les aquariums, plutôt pour les pêcheurs. Et puis aussi, on a fait un petit web documentaire qui est accessible sur nos sites internet de l'OFB. On a même fait appel à Jamie Gourmaud, voilà, de C'est pas sorcier, les épicurieux, qui a fait une petite vidéo là-dessus. Donc le but, c'est vraiment de faire aussi adopter de bons gestes écologiques. Par exemple, si vous allez à l'étranger, vous voyagez, ne revenez pas avec des plantes, voilà, ou des graines, peu importe. Faites attention, certains contrôlent certains pays, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ont des mesures de biosécurité très fortes. Quand vous achetez des plantes pour votre jardin, privilégiez plutôt des espèces indigènes ou des espèces exotiques, mais à faible risque. Pareil, si vous gérez vos plantes chez vous, ne balancez pas vos déchets dans la nature. Allez dans des centres dédiés, allez dans les déchetteries. Donc voilà, c'est un petit peu les bons gestes qu'on essaie. Vous avez vraiment un rôle à jouer et vous n'hésitez pas aussi à relayer nos informations. Voilà. Donc il y a différentes formes. Donc voilà, pour vraiment une prise de conscience, j'ai parlé de changement transformateur. C'est vraiment là qu'on essaie de viser avec cette action pour limiter les introductions. Et puis l'éducation de manière globale, sous toutes ses formes. On peut aussi essayer de viser plutôt les élus. C'est important, ils ont un rôle à jouer. Les scolaires aussi, l'éducation à l'environnement des plus jeunes générations. Donc par des vidéos aussi. On a fait l'année dernière une 14aine de vidéos de 8-9 minutes qui étaient pilotées par Franck Courchamp, encore lui, avec l'UVED, l'Université virtuelle environnement et développement durable. Avec le CNFPT en 2019, on a fait quelques vidéos. Vous voyez, on essaie aussi à travers des conférences, en étant impliqué dans certains bouquins. Tout récemment, Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO, a fait le livre La biodiversité pour les nuls. Il y a à peu près 3-4 pages dédiées aux espèces envahissantes dans lesquelles j'ai pu contribuer. Et puis aussi former. On a aussi des cycles de formation pour les gestionnaires, plutôt pour les professionnels. Mais voilà, on est aussi en train d'identifier quels sont les besoins en termes de formation. Et puis on aimerait massifier ça, parce que souvent on y va à coup d'une douzaine de participants. On aimerait peut-être créer un MOOC, un Massive Open Online Course, un cours qui est en ligne, virtuel, où des milliers de personnes d'adhérents, comme on a déjà fait avec sur la trame verte et bleue. Il y en a déjà un qui existe par la Commission européenne sur le sujet espèces envahissantes, mais qui est en anglais. Donc voilà, on essaie d'utiliser tous les supports, tous les moyens pour vraiment sensibiliser à l'enjeu des espèces exotiques envahissantes. Malheureusement, même si on a beau essayer de prévenir les introductions de transport, il reste quand même un petit peu, c'est comme se retrouver dans la nature. Donc là aussi, un rôle important à jouer, c'est la détection précoce, rapide, des toutes premières populations qui s'échappent dans la nature. Donc ça va passer par des alertes. On va essayer de faire des fiches d'identification, des fiches d'alerte comme l'ANSES, avec qui on travaille, avec des posters comme on fait avec des conservatoires botaniques nationaux. On peut utiliser ce qu'on appelle aussi des sciences participatives, les sciences citoyennes. Il y a des applications mobiles maintenant qui existent, comme l'application INPN Espèces, pour lequel qui peut faire des quêtes spécifiques. Et il y a 2-3 ans, sur l'arbre de la Pampa, spécifiquement, on a fait une quête pour que n'importe qui puisse contribuer à la reconnaissance et au signalement de plantes. Et aussi l'association Tela Botanica, peut-être que vous connaissez, qui a des missions flore, qui en a fait une avec certains CBN et certains ANSES.
Voilà. Et donc aussi après, ça permettra qu'une fois que les signalements, les faire parvenir aux responsables, aux experts, pour qu'ils puissent mettre en place des chaînes décisionnelles, des chaînes de détection précoce et réaction rapide, pouvoir éradiquer rapidement si la population est problématique. Donc nous, à l'OFB, on essaie de favoriser tous ces aspects-là, et notamment la plateforme Open qui permet de recenser un petit peu toutes les applications mobiles de sciences participatives. Et puis moi, en tant que chercheur, j'essaie de développer des nouvelles technologies pour identifier les espèces. Avec des caméras embarquées, on roule le long des routes. Et puis avec l'IA, on reconnaît automatiquement les espèces exotiques, notamment grâce à PlanteNet, que vous connaissez peut-être tous, le logiciel. Je travaille aussi sur les images satellitaires qu'on appelle la télédétection, qui permettrait de reconnaître certaines espèces. Et puis aussi ce qu'on appelle l'ADN environnemental. On prend des échantillons d'eau et puis on essaie de recenser toutes les espèces dedans. Donc voilà, c'est notre rôle, c'est de faire mobiliser les professionnels, les particuliers, et nous de contribuer aux nouvelles technologies. Et puis dernier point, parmi les actions de prévention, voilà, c'est vrai que, on l'a dit, les espèces envahissantes vont profiter aussi du milieu perturbé, où c'est important d'avoir des écosystèmes en bonne santé, qui sont résilients, qui sont résistants finalement aux invasions biologiques, que ce soit avant, que ce soit après, quand on éradique des espèces, de ne pas laisser un couvert, un sol nu, donc mettre un couvert végétal, donc faire appel à ce qu'on appelle le génie végétal, à la revégétalisation. Et justement, à l'OFB, par l'impulsion des conservateurs botaniques nationaux, depuis 10 ans, on a ce qu'on appelle la marque végétale locale, qui vient tout juste d'être transformée en label végétal local, encore plus de puissance, où on promeut l'utilisation d'espèces indigènes, de plantes indigènes qui sont issues de collectes locales. Donc on a 11 écorégions, et dans chaque écorégion, voilà, on a des fournisseurs, des producteurs qui ont collecté d'abord les individus dans la nature, qui perpétuent la diversité génétique. Donc voilà, il y a aussi des guides qui sont faits en région, comme celui-ci, le courrier de planton local en Ile-de-France. Donc n'hésitez pas à promouvoir l'utilisation de la marque végétale locale, la label végétal local, auprès des aménageurs, des collectivités territoriales. Ça limitera en tout cas l'introduction des espèces exotiques. Très rapidement, pour finir, donc là, l'arbre de la pampa, vous connaissez tous, sûrement, qu'on a réglementé depuis 3 ans, maintenant à l'échelle française, et qui est encore commercialisé illégalement. Donc soyez pas surpris, c'est encore des ventes. On essaie de faire pour le mieux avec la police de l'environnement. Donc je vous rappelais qu'effectivement, je vous l'ai dit, il y a une stratégie nationale, un plan d'action, une stratégie nationale de biodiversité. C'est vraiment le ministère de la Transition écologique qui est à la manœuvre et qui s'appuie sur un certain nombre de structures. On a une coordination nationale, un comité de suivi et de pilotage des différentes actions pour savoir qui fait quoi, comment on s'organise, quels sont les états d'avancement. Ça va s'appuyer beaucoup bien sûr sur l'OFB, sur le réseau des conservatoires botaniques nationaux, le réseau des conservatoires d'espaces naturels, sur Patrinat, qui est une unité mixte qui regroupe des agents et des moyens financiers humains de l'OFB, du CNRS, du MNHN et du DRD, le Comité français du lycéenne, d'autres établissements publics, le Muséum national d'histoire naturelle, l'Office national des forêts, l'Agence nationale du risque santé sanitaire, environnementale, Voies navigables de France, le CEREMA, puis bien sûr aussi nos autres ministères qu'on veut vraiment impliquer sur cette thématique-là, et puis aussi d'autres organismes comme les organismes à vocation sanitaire comme les Fredons ou les parcs naturels régionaux. Et ça aussi, ça se décline au niveau des régions. Donc bien sûr, c'est les DREAL, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui sont en charge de la politique, mais ils vont s'appuyer sur un certain nombre de structures pour animer la stratégie régionale, pour animer le réseau d'acteurs. Et donc généralement, à peu près maintenant, toutes les régions sont impliquées, sont concernées, à part peut-être l'Île-de-France, et souvent, voilà, c'est les conservateurs d'espaces naturels, les conservateurs botaniques nationaux, parfois les agences régionales de la biodiversité, qui vont s'impliquer. Donc n'hésitez pas à prendre connaissance, si vous venez de partout en France, de vous rapprocher. Ils ont parfois des plateformes Internet, ils vont fournir des informations sur les espèces principalement envahissantes sur ces territoires-là, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et puis, pour finir, on a un centre national de ressources sur les espèces exotiques envahissantes. L'OFB dispose à peu près de 9-10 centres de ressources sur différentes thématiques. Il y en a un dédié à la thématique espèces exotiques envahissantes et il est copiloté par l'OFB et le comité français du lycéenne. Un centre de ressources, c'est surtout permet de centraliser toutes les ressources, que ce soit scientifiques, techniques, réglementaires, donc d'avoir une grosse base de données, d'informations, un site internet, surtout pour diffuser. Nous-mêmes, on produit aussi des guides, des méthodologies, des protocoles. On organise des sessions de formation, des webinaires régulièrement, alors plutôt à destination des professionnels, mais en fait, le site est libre d'accès. On a une lettre d'information qui est publiée tous les 2-3 mois. À peu près 2000-3000 personnes la reçoivent. Et donc, on fait aussi des journées d'échanges techniques, etc. Donc voilà, on a publié plusieurs productions en lien avec la réglementation, sur la gestion des déchets verts, sur l'espèce exotique envahissante et changement climatique. Voilà, on accumule à peu près toutes les brochures, les manuels de gestion, les fiches d'identification. Et surtout, on a une base d'informations à peu près presque 500 espèces. On a une page dédiée à chaque espèce. On renvoie vers des fiches espèces. On renvoie sur les principales informations, les principales techniques de gestion de ces populations-là. On a des retours d'expérience de gestion, à peu près une centaine. Donc pour un retour d'expérience, un REX,
c'est consacré à une espèce, une technique. On regarde si ça a marché, pas marché, avec des partenaires. Et puis aussi, régulièrement, on fait des alertes. Quand on a des nouvelles détections à l'échelle de la France ou à l'échelle d'une région, voilà, attention à surveiller de près, telle espèce, elle vient d'arriver sur le territoire. Comme j'ai dit, on a une session de formation, une formation à l'échelle de la métropole, une formation à l'échelle de l'outre-mer, une formation à l'échelle des milieux marins. Aussi, la lettre d'information, on a même un LinkedIn, une page LinkedIn où on diffuse pas mal d'informations. Et puis voilà, on essaie d'organiser avec nos partenaires des webinaires, des journées, des conférences. Et on s'appuie sur un réseau d'expertise scientifique et technique qui regroupe des chercheurs, des institutionnels, des gestionnaires, des professionnels. On a à peu près une centaine de membres sur lesquels on se réunit régulièrement pour discuter des besoins identifiés, savoir sur quoi on doit travailler dans l'avenir. Et voilà les liens. Donc, le centre de ressources, c'est espèces-exotiques-envahissantes.fr. Et on a aussi une page dédiée au sujet espèces exotiques envahissantes sur le site institutionnel de l'OFB. Et voilà, j'ai mis aussi la dernière brochure qui a été faite il y a un an ou deux pour mettre en œuvre notamment le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui est très intéressant, qui reprend un petit peu voilà, les différentes actions à mener que j'ai pu évoquer au cours de cette présentation. Merci. Dernière image, cette fois-ci, la jacinthe d'eau, qu'on a appelée avant Econia crassipes, qu'on appelle maintenant Pontetaria crassipes, qui est présente surtout dans le Rhône, dans le sud de la France, qu'on pensait qu'avant elle était surtout gélive, donc on pensait qu'elle ne résistait pas, qu'elle n'arriverait pas à se naturaliser. Mais avec le changement climatique, les meilleures conditions climatiques, ça risque de se propager et c'est une des espèces les plus envahissantes du monde. Voilà, ça fait partie de la liste des 100 espèces les plus envahissantes selon l'UICN international. Merci, et puis comme je l'ai dit, à vous de contribuer maintenant, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, vous-même pouvez être acteur de la prévention, de l'introduction des espèces exotiques envahissantes.